Bonjour à tous, au sommaire d'Info Hebdo, le nouveau spectacle de la compagnie de théâtre Taxibus, les assises de l'Union nationale des associations indépendantes et pour terminer, la balade gourmande de Reichshofen. Comme chaque année, la compagnie de théâtre Taxibus a réalisé son spectacle. C'est en collaboration avec le RAI et le SGA que depuis 6 ans, la compagnie se produit. Mais pour cette édition, pas de rideau rouge ni d'acteurs sur scène, tout se passe derrière un écran. Alors le spectacle, c'est un spectacle d'ombre, donc c'est une technique très ancienne et très nouvelle à la fois puisqu'elle allie le jeu d'ombre et les techniques d'aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est informatique pour l'image et le son. Et pour maîtriser la technique du théâtre d'ombre, tous les comédiens ont dû se former. Pour ça, ils ont fait appel à Renaud, un spécialiste en la matière. Bon, d'abord j'ai été demandé parce que les organisateurs, les organisatrices sont venus voir un des spectacles que j'ai créé au mois de novembre de l'année dernière, qui s'appelle l'Arc-en-ciel noir. Et elles ont trouvé que la technique était originale, qu'on arrive à faire des choses qui, pour elles, sortaient de l'ordinaire. Parce que d'habitude, le théâtre, très souvent, c'est un peu conventionnel, c'est le rideau rouge qui s'ouvre, et puis voilà, donc elles voulaient démarrer autre chose. Et j'ai trouvé que ça, c'était un côté qui était très formateur, parce que ça a été un petit peu difficile. Alors, quant à mon rôle, déjà pendant 2 mois, ça a été de leur dire, voilà, le théâtre d'ombre, c'est comme ça que ça marche. Parce que ça, personne ne le sait. Il y a tellement peu de gens qui le pratiquent que c'est un peu perdu. Et je crois qu'on a perdu pas mal de temps au début parce qu'il a fallu rentrer dans la technique qui est complètement spécifique et qui n'a rien à voir avec le théâtre classique. Alors ça, c'était le début. Ensuite, ils sont passés à l'écriture des scènes et à l'harmonisation entre les images et les acteurs. Donc c'est vraiment une découverte. C'est la première fois que toute la troupe s'essaie à ce théâtre d'ombre. Ça n'a pas été facile au début. Il a fallu prendre d'autres repères. Le jeu est différent. On ne peut pas parler alors que tout le monde a envie de dire plein de choses. Il faut beaucoup d'accessoires. Ce qui fait donc le charme de ce genre de spectacle et qui lui donne une certaine fraîcheur. On est là, on regarde, on écoute. Mais la mise en place d'un tel spectacle demande beaucoup d'investissement. Ils ont répété pas moins de 40 heures, mais se sont retrouvés aussi pour créer les décors. Bien sûr, cette quantité de travail n'est rien à côté de l'expérience humaine que cela apporte. Depuis le début, je sens que le fait de permettre à des gens de s'exprimer sur scène à travers le théâtre apporte beaucoup. Ça enrichit les gens, ça les valorise, ça leur permet aussi d'avancer dans la vie. D'autres représentations sont déjà prévues, comme le 1er juillet à la Castine, dans le cadre des animations au collège. Les associations intermédiaires accueillent dans leur structure des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires du RMI et bien d'autres, pour les accompagner et leur permettre une réinsertion par le travail. Dans tous les cas, ces personnes sont écorchées et ont de vraies difficultés, que ce soit un handicap physique ou psychique, parfois éducatif ou social. Leur domaine privilégié d'action est les services d'aide à la personne. Tonte de gazon, ménage, repassage, manutention, aide à des personnes dépendantes, voilà les activités qu'elles peuvent proposer à leurs protégés. Plus de 200 personnes ont assisté dernièrement aux assises nationales de la fédération qui rassemble ces associations intermédiaires, l'UNAI. Cet organisme a pour vocation l'aide au développement et la mise en commun de moyens concrets d'action. Actuellement, on est à fédérer à peu près 20% de l'ensemble des associations intermédiaires de ce pays. Bon, il y en a en gros 800. Donc notre but, c'est de les aider, de leur apporter une expertise, mais surtout de les écouter, de manière à, une fois qu'on a leurs besoins, une fois qu'on a leurs attentes, élaborer un plan stratégique et puis voir avec, comme nous avons fait tout à l'heure avec M. Hénard, voir avec les différentes autorités tutelles comment on peut essayer d'influer sur leur mission d'aujourd'hui. Ce regroupement d'associations permet de mutualiser les compétences de chacun et de mettre à profit la diversité des différentes structures. La gestion centralisée permet de réaliser des économies d'échelle et d'avoir plus de poids et de force. Cette union permet donc de poser un certain nombre de revendications auprès des autorités de tutelle, notamment l'Agence nationale des services à la personne. L'avantage des services à la personne, c'est que ça marche à la ville et à la campagne. Ça marche en montagne et dans la plaine.
ça marche au nord et au sud. Il y a de toute façon besoin pour les gens qui travaillent d'être aidés chez eux. Le stress, c'est devenu une des premières maladies professionnelles dans notre pays en 10 ans. Donc concilier la vie professionnelle, la vie privée, c'est compliqué pour tout le monde. Ce qui veut dire que partout où il y a des habitants, les services à domicile doivent pouvoir se développer. Et je crois qu'en plus, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. C'est ce qu'on recherche tous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas rendre depuis l'Inde ou la Chine des services à domicile à Beach. Dans ce domaine plein d'avenir, l'UNAI a donc son rôle à jouer. Ça fait 20 ans que nous faisons du service à la personne, nous produisons, nous incitons et puis nous par ce biais-là à rendre le travail aux personnes qui sont éloignées. Donc là, le service à la personne, c'est simplement la concrétisation de ce que nous faisons depuis déjà 20 ans. Le départ était donné ce dimanche 11 juin pour la traditionnelle balade gourmande des Vosges du Nord à Reichshofen. Marcher pour découvrir de nouvelles saveurs, tel était l'enjeu pour les amateurs de gastronomie qui ont pu découvrir à travers leur promenade différents stands. Il y en avait 7 et à chaque étape, un nouveau plat attendait les curieux. L'apéritif était servi au premier stand. Allez, à cette belle balade. Le deuxième stand était installé dans la forêt. C'est ouvert à strictement tout le monde, tous ceux ou celles qui ont envie de passer un bon moment ensemble, à boire un verre, à bien manger et puis à découvrir les sites de Reichshofen-Minerode. L'objectif de cette journée, en premier lieu, c'est une journée de convivialité qui permet à un certain nombre de personnes de conjuguer un peu de marche avec également des repas et puis donc des échanges, et donc c'est surtout de la convivialité. Mon métier, c'est responsable de l'environnement, donc on met tout dans la poubelle. Ensuite, au plan d'eau, on trouvait de la terrine campagnarde sur son lit de crudité et du pinot blanc. À la chapelle du Wolfhartshofen, on a pu goûter au Kassler braisé, accompagné de galettes de pommes de terre et son pinot noir. Puis le long du Schwarzbach, direction fromage affiné, pinot noir et gris. Dans la ville, on passe par l'école du centre pour attaquer l'assiette gourmande et son Gewürztraminer. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau MAC 3D consacré au risque du soleil. Pour ça, je ne suis pas seule, je suis avec Monsieur Muller. Bonjour Monsieur Muller. Bonjour Madame. Alors, est-ce que vous pouvez déjà m'expliquer un peu quels sont les risques du soleil alors ? Eh ben, le soleil présente plusieurs dangers, mais bon, aussi plusieurs avantages. C'est vrai qu'on préfère quand il fait beau. Malgré tout, ça présente certains risques. Donc quand on s'expose au soleil, la peau est équipée déjà pour se défendre. Elle est équipée par ce qu'on appelle des mélanocytes qui vont produire de la mélanine. La mélanine, c'est aussi ce qui donne la couleur bronzée à la peau. Malheureusement, cette mélanine qui permet de se protéger, à long terme, on en produit de moins en moins. La peau finit par vieillir, par se dessécher et ça peut avoir un risque également à long terme. Quelqu'un qui aura été trop exposé au soleil pourra développer des formes de cancer de la peau.
Donc s'exposer au soleil, c'est agréable, mais ça présente certains risques. Donc il faut savoir se prémunir. Voilà. D'accord, et on voit de plus en plus de pubs, alors préparez-vous au soleil, sous forme de gélules, compléments alimentaires. Comment ça marche finalement? Alors en fait, effectivement, on peut se protéger avant de s'exposer au soleil en utilisant ce qu'on appelle des compléments alimentaires. C'est des gélules donc, qui contiennent des dérivés des produits qui sont des antioxydants, c'est des sortes de vitamines. C'est des produits qui vont, quand la peau va être exposée au soleil, qui vont faire le même travail que cette mélanine dont je parlais tout à l'heure. C'est donc des produits qui vont absorber les rayonnements nocifs du soleil. Il en existe plusieurs. Principalement, on a le bêta-carotène, donc qui va agir au niveau de la peau et qui va lui donner une couleur un peu plus bronzée, donc qui va agir de la même façon que la mélanine. Et on en trouve également qui agissent au niveau de l'œil, donc la lutéine. Donc c'est des produits, quand on les utilise, ils vont préparer la peau au bronzage, donc la peau va être plus colorée, donc vous allez être plus bronzé avant d'être au soleil. Et c'est aussi le bronzage qui fait qu'on résiste mieux au rayonnement solaire. Donc de s'y préparer, ça permet d'éviter les effets nocifs du soleil. D'accord, mais bon, tous ces produits, ça n'empêche pas qu'il faille se protéger tout de même. Et donc je pense que, même vous avez dit, ça prépare les yeux, mais bon, les yeux, il faut quand même les protéger. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes allés voir un opticien. Comment choisir vos lunettes de soleil? Regardez. Alors, comment choisir ses lunettes de soleil? En fait, il faut respecter certaines petites astuces pour bien protéger ses yeux. Le soleil a de nombreuses vertus, mais la lumière qu'il fournit peut s'avérer dangereuse en cas de mauvaise protection. En effet, ces rayons se composent de 3 types d'ondes: les ultraviolets, la lumière visible et les infrarouges. Oui, aujourd'hui, contrairement à autrefois, on a tendance à s'exposer beaucoup plus aux rayons du soleil, d'où l'importance d'une bonne protection des yeux. La lumière du jour, c'est en fait un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et de part et d'autre de la lumière du jour, vous avez d'un côté les infrarouges et de l'autre côté les ultraviolets. Les ultraviolets, soit 5% de la radiation solaire, sont en grande partie absorbés par l'atmosphère. Ils restent cependant les plus nocifs, en particulier lorsqu'ils sont réfléchis par des surfaces telles que l'eau, la neige ou le sable. Une mauvaise protection contre ce type d'ondes peut provoquer de graves troubles oculaires. Pour ce qui concerne les ultraviolets, ce sont des rayonnements beaucoup plus énergétiques et donc beaucoup plus dangereux. Notamment les ultraviolets A traversent la cornée, le cristallin et même pour des enfants atteignent la rétine. D'où l'intérêt d'avoir une bonne protection pour les yeux des enfants. Voilà, ici vous avez une coupe de l'œil. Les ultraviolets A, eh bien, ils vont pénétrer par la cornée. Ils peuvent ici créer de petites lésions. Ils traversent le cristallin. Ici, le danger au niveau du cristallin, c'est un risque de cataracte précoce. Et on peut voir aller jusqu'au niveau de la rétine, où là, nous pouvons avoir des dégénérescences de la rétine. Simplement des yeux rouges, des larmoiements, de la sensation de sable dans les yeux, ce sont des petits symptômes qui peuvent traduire une exposition trop importante aux ultraviolets. La lumière visible, soit 39% de la radiation solaire, n'est pas nocive pour l'œil. Elle représente surtout une gêne par éblouissement. Les infrarouges, 56% de la radiation solaire, ne se caractérisent que par la chaleur qu'ils produisent. Cependant, une exposition extrême peut entraîner des dommages sur la cornée. Alors maintenant qu'on sait que ce sont surtout les ultraviolets qui sont responsables des troubles oculaires, sur quels critères choisir ses lunettes de soleil? Au départ, il faut avoir une idée de l'usage. Les lunettes de soleil, c'est essentiellement pour la plage, la montagne. Donc le plus recommandé, c'est l'indice de protection 3. Plus généralement, les lunettes sont codifiées avec des pictogrammes. Les verts sont classés de 0 à 4. La catégorie 3 dont je vous parlais est donc optimale pour la montagne, la mer. La catégorie 4, par contre, est à proscrire pour la conduite et ne convient qu'occasionnellement pour des endroits très ensoleillés. Au hit parade des couleurs, vous avez la teinte marron qui arrive en premier, qui convient bien aux myopes. La teinte verte
qui souvent convient bien aux hypermétropes. Et puis la teinte grise, elle a le mérite de ne pas changer, elle restitue le spectre des couleurs dans son intégralité. À signaler les teintes rouge foncé ou bleu foncé qui sont vraiment à proscrire parce que leur capacité filtrante est vraiment très limitée. Vous avez également les verres photochromiques du type transition qui sont des verres qui foncent sous l'influence des ultraviolets. Donc ces verres-là sont très demandés pour les équipements optiques et donnent très grande satisfaction pour ce qui est de la qualité filtrante. Mais la nouveauté, surtout en ce moment, pour les verres solaires, ce sont les verres polarisés qui vont filtrer au même degré que les autres lunettes, mais en plus elles ont la particularité d'éteindre la lumière réfléchie. Alors, par lumière réfléchie, on peut entendre le pare-brise de la voiture d'en face, le capot, la conduite sur chaussée mouillée ou la surface de la mer. L'avantage, si vous supprimez cette lumière réfléchie, eh bien vous aurez une vision nettement plus contrastée et donc une vision plus agréable. Rappelons que tous ces verres teintés que l'on vient de décrire existent également pour les porteurs de verres correcteurs. Et pour les enfants, y a-t-il des précautions particulières à prendre ? Bien, comme nous avions vu que les UVA pouvaient atteindre jusqu'à la rétine, il est bon d'avoir des lunettes impérativement de catégorie C et bien couvrants et de leur mettre à toute occasion au premier rayon de soleil. Nous voilà de retour pour un deuxième chapitre, comment se protéger la peau. Alors Monsieur Muller, quelles sont les précautions à prendre Alors, quand on s'expose au soleil, déjà il y a beaucoup de précautions à prendre. La première des précautions, je dirais, c'est une précaution de bon sens, c'est de s'exposer pendant des périodes plutôt courtes. D'éviter de s'exposer plus de 3/4 d'heure en plein soleil. Et d'autre part, il faut tenir compte aussi du fait qu'il y a des gens qui présentent des facteurs à risque, c'est-à-dire que vous avez des gens qui supporteront plus ou moins bien le soleil. Tout d'abord, je commencerai par les enfants. Alors un enfant en bas âge, absolument éviter l'exposition aux heures chaudes du soleil, surtout que maintenant il fait beau. Préférez le garder à l'ombre dans sa poussette plutôt que de l'exposer. Également, si malgré tout il subit la chaleur et un petit peu de soleil, il faut penser à l'hydrater beaucoup, toujours l'enfant en bas âge. Et après, donc, je disais qu'il y a des gens qui présentent des facteurs à risque. En effet, quelqu'un qui aura une peau claire sera plus sensible à l'exposition solaire et devra donc mieux se protéger que quelqu'un qui présente une peau plus mate. Et entre UVA, UVB, est-ce que vous pouvez me dire un peu la différence alors si vous voulez, le soleil, quand il rayonne, va projeter différentes lumières, la lumière visible et les lumières qui sont au-delà. Alors il y aura d'un côté l'infrarouge qui va chauffer et d'un autre côté les ultraviolets. Principalement, on a deux ou trois types d'ultraviolets, les UVA, B ou même il en existe des C, selon la longueur d'onde de l'onde de lumière. Alors les UVA sont ceux qui sont le plus présents, les UVB sont plus filtrés par l'atmosphère. Maintenant, depuis qu'on parle de ce trou dans la couche d'ozone, on en a de plus en plus. Et donc, ces différents types de rayonnement ont tous deux des effets négatifs, mais il faut retenir quand même que les UVB sont plus nocifs à long terme, mais sont également responsables du bronzage. Quoique les UVA maintenant sont aussi responsables de certaines formes de cancer. Et tout de suite, pour s'y retrouver parmi toutes ces crèmes, un petit reportage. Bronzer vite et bien, voilà ce que tout le monde aimerait. Mais malheureusement, uniquement quelques chanceux peuvent s'en vanter. Il est donc nécessaire de se protéger en tenant compte de certains critères. Tout dépendra déjà où vous allez, si vous restez en montagne, à la mer. Tout dépend de votre carnation de peau, si vous avez une peau claire, une peau déjà mate, si vous allez l'appliquer à un enfant. Et donc, en fonction de ça, il faut choisir un indice. De toute façon, il faut toujours essayer de choisir des indices élevés, puisque vous ne mettrez jamais, disons, suffisamment de crème, comme normalement le laboratoire le conseillerait.
10, 20, 30, 50, à quoi correspondent exactement ces chiffres qui trônent sur nos produits solaires? On parle d'un indice de protection, c'est-à-dire le temps que met une peau à rougir, à prendre le coup de soleil sans crème. Alors, par exemple, une crème qui aura un coefficient 10 permettra à cette peau, donc qui aura appliqué cette crème 10, de rester au soleil 10 fois plus longtemps que sans crème, sans, disons, avant d'attraper ce fameux coup de soleil qu'il faut éviter. Longtemps, on s'est intéressé qu'aux UVB. Et disons, les crèmes n'avaient que des filtres et des écrans qui protégeaient contre les UVB, c'est-à-dire contre tout simplement le coup de soleil. Tandis que maintenant, on s'intéresse aux UVA qui peuvent entraîner donc évidemment le vieillissement cutané accéléré et aussi peuvent entraîner les cancers, les fameux mélanomes dus au soleil. Les coefficients, disons, vraiment légers seront appliqués sur une peau qui a déjà un léger hâle. Et disons les crèmes plus fortes, à partir de 30-40, c'est là qu'on va lutter contre les UVA également. Et donc ça s'adressera à des peaux claires, à des premières expositions. Et en tous les cas, pour un enfant, il faudra toujours l'indice le plus élevé, moyennant tout de même une protection et un t-shirt, un chapeau, les lunettes ou un parasol. Il est spécifié normalement d'appliquer toutes les 1 à 2 heures une crème, puisque comme dit, elles sont très vite absorbées par la peau et une fois qu'on va dans l'eau, c'est sûr qu'il y a les crèmes waterproof, mais disons la protection va diminuer. Il faudrait l'appliquer au minimum tous les 2 heures. On trouve bien sûr ces protections sous forme de crème, mais aussi de spray ou de lingettes. Mais ces différentes façons de se protéger ont-elles exactement la même efficacité? Tout n'est pas tout à fait pareil, mais disons on essaye d'adapter à ce que les gens trouvent, disons, un côté agréable. C'est sûr que une crème demande toujours un geste, disons, qu'on n'aime pas faire toujours sur la plage, mais qui est indispensable. Et donc le spray, on l'étalera, mais on l'étalera plus rapidement. Donc les gens préfèrent actuellement des sprays, mais il faut toujours penser qu'une crème sera beaucoup plus protectrice. Donc après toutes ces précisions sur les indices, est-ce que finalement alors une personne qui prend très bien le soleil, qui a une peau mate, peut se permettre de ne pas mettre de crème? Alors ça sera son... Bon, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut. Malgré tout, il faudra veiller aux effets négatifs à long terme de l'exposition solaire. On a tous remarqué que les gens qui avaient pris beaucoup de soleil avaient la peau tirée. Pourquoi? Parce que simplement la peau, elle se détériore avec le soleil quand on en abuse. Et donc à long terme, c'est clair que les effets seront négatifs. Et par conséquent, il faudra également surveiller, ça c'est quelque chose d'important à signaler, la survenue de grains de beauté. Parce que les premières formes d'apparition des cancers de la peau, qui sont donc liés au soleil, c'est quand donc ces cellules de mélanine, de mélatonine dont je parlais tout à l'heure, se produisent de manière anormale et donc forment des grains de beauté. Et ces grains de beauté peuvent devenir des formes de cancer quand ils se développent de façon exagérée. Voilà. Et c'est donc ça les effets négatifs à long terme d'une exposition au solaire. Donc il faut évidemment bien se protéger et faire attention à ne pas trop s'exposer. Voilà. D'accord, alors avant de se quitter, juste est-ce que vous avez peut-être d'autres précautions en dehors de mettre de la crème, mettre des lunettes de soleil, on a pu le voir. Est-ce que vous avez peut-être d'autres petites précautions à donner alors, en dehors du fait qu'il faut éviter de s'exposer trop longtemps, il faudra également s'hydrater. Je crois que ça c'est un phénomène important. Il faut vraiment boire de l'eau en quantité importante tout au long de la journée pour ne pas subir les effets néfastes du soleil. Voilà. Mais surtout, il faut en profiter aussi. Voilà. Et d'accord, et si on en profite trop, alors si on a quand même un coup de soleil, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors quand on aura suite à un coup de soleil, il faudra commencer par nourrir sa peau, donc en mettant une crème très nourrissante, très grasse, pour que la peau puisse retrouver un petit peu sa vitalité. Voilà.
D'accord, merci beaucoup Monsieur Muller pour toutes ces Mais je vous en précisions. prie. Et puis quant à vous, j'espère que vous ne reviendrez pas tout rouge après vos vacances et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Et la lutéine sera plus au niveau des yeux. Je suis un peu emmêlé là. Je suis désolé. Et ta carotine, hein. Yannick. Toutes les modes sont